mater les gars. Retour sur ce plateau pour la suite du débat. Nous prenons la direction du Niger. 7 soldats tués dans l'explosion d'une mine dans l'ouest du pays. Ils ont été tués dimanche 7 mai par l'explosion de leur véhicule sur une mine dans la région de Tillabéri dans l'ouest du pays où sévissent régulièrement des groupes djihadistes selon une annonce de la garde nationale du Niger. Les faits se sont déroulés à quelques 6 kilomètres du village de Samira, le village de Samira qui abrite depuis 2004 la seule mine d'or industrielle du Niger. Germain Pouli, 7 soldats nigériens tués dans un village pas très loin d'une mine d'or. Quelle réflexion cela vous a suscité? Je crois que c'est un combat qui devient de plus en plus difficile et complexe. Quand par moment on a comme l'impression que les armées nationales vont vers la reconquête ou tendent à maîtriser la situation. On voit que ces groupes-là arrivent à frapper avec beaucoup de surprise et malheureusement avec beaucoup d'efficacité. Donc le Niger, qui était un peu à l'abri depuis quelque temps, donc subit encore une fois dans cette zone qui est assez sensible, qui est la zone des trois frontières, donc oui, avec le Mali et le Burkina Faso. Et je crois que le Niger a initié une opération dans cette zone-là, et ce sont les forces de sécurité en charge de cette opération qui ont vu leur véhicule marcher sur une mine et qui a explosé. Donc aujourd'hui, les djihadistes ne viennent pas seulement tirer sur les populations, tirer sur les forces de défense et de sécurité, c'est qu'ils posent, comme ils le font dans plusieurs autres pays aussi, de ces engins-là. On dit même que parfois ils mettent ces engins-là dans les arbres, ce n'est plus sous terre. Actuellement il fait chaud, vous pouvez aller vouloir vous abriter sous un arbre et puis voilà une explosion. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que la lutte devient de plus en plus complexe, malgré l'engagement des pays, malgré les moyens, les financements qui sont mis en jeu pour espérer contrer la situation. Ça devient complexe et il y a beaucoup de pertes en vies humaines, les civils, les forces de défense et de sécurité. Le Niger qui croyait peut-être avancer un peu plus que les autres pays dans cette lutte en acceptant d'accueillir par exemple les forces françaises, se rend aussi compte qu'il n'est pas totalement à l'abri, même avec le soutien américain. Donc c'est toute notre sous-région qui doit s'attendre malheureusement à ce genre de situation. Et comme le disait le chef de l'État togolais récemment, le 27 avril, c'est une bataille qui va être longue. Donc je crois que le Niger et les autres pays sont un exemple de ce qui se fait. Depuis tant d'années, on semble engranger des victoires, on semble avancer, et après, on nous ramène derrière. Donc c'est une guerre assez complexe, un phénomène difficile, encore difficile à cerner. On ne peut que déjà encourager les forces de défense et de sécurité pour ce travail qui est fait, parce que vous allez combattre un ennemi invisible, vous allez sur des terres qui malheureusement parfois sont minées d'avance, il suffit de marcher dessus et voilà, ça explose, et donc c'est assez difficile. Courage à l'armée nigérienne, je pense que c'est pas le Niger seul, c'est le Mali, c'est le Burkina. C'est malheureusement aussi les pays comme les nôtres, le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire qui étaient à l'abri, et donc vivement qu'il y ait plus de collaboration entre nos États, plus d'informations, vivement aussi que d'autres pistes de solutions soient trouvées pour essayer d'éradiquer ce phénomène-là. Prosper Agoclou, 7 soldats nigériens tués dans l'explosion de leur véhicule sur une mine. Non, je crois que je m'incline devant la mémoire donc des soldats tués et à leur famille également, au peuple nigérien. Je présente donc mes condoléances. Et je crois qu'à chaque fois qu'il y a mort d'homme, il y a la consternation, il y a aussi cette envie donc de vengeance par rapport à la situation.
Mais moi, je pense que le Niger peut-être a longtemps cru qu'avec ses partenaires dont parlait le général, je crois, Garka, la dernière fois, qui fustigeait donc le Mali et le Burkina Faso, il aurait pu, à mon avis, vous savez, Dieu souvent est sur cheval blanc, on le dit souvent, en se moquant de ses voisins. Regardez ce qui s'est passé. Je suis tellement consterné et je pense que le président Mohamed Bazoum doit réagir par rapport à cela. On est en face d'un ennemi commun qu'il faut combattre. Et certains pensent que c'est l'étranger qui viendra faire l'affaire. Et je crois quand même qu'il faut une coalition, comme cela a été toujours dans cette zone des 3 frontières. Il y a Boko Haram qui est là, l'État islamique qui est là, d'autres groupes, je ne sais pas, qui sont là, et qui Al-Qaïda et autres là, qui sont les mains armées des Occidentaux pour pouvoir piller les mines d'or. Vous savez, le Niger, c'est comme on appelle, un pays plein de minerais. L'uranium, le tout premier, a exploité de l'uranium de qualité. Aujourd'hui, la France se trouve être un grand vendeur d'uranium, mais elle ne produit pas d'uranium. Tout est là-bas, c'est-à-dire que on est là en train de réarmer des gens pour poser des mines, pour faire croire, je crois que ça va réveiller, enfin, on dit souvent, Amina, et Yala Hunkunami, c'est-à-dire que ça va permettre aux Nigériens de voir que la sécurité dont ils croient avoir avec les Occidentaux, dont ils se vantaient, n'est rien autre que comme on appelle là, n'aboutit pas. Est-ce que cette attaque-là, ou bien cette explosion remet en cause toute la sécurité que peut-être les autres nations auraient offerte au Niger? Oui, quelle nation? Je pense que le Niger, aujourd'hui, s'est esselé par rapport à la lutte, parce que lui compte sur les Occidentaux pour mener sa lutte. Et les partenaires africains aussi. Bon, les partenaires africains, ils font quoi? Moi, je crois quand même que on ne peut se sécuriser soi-même que par soi-même. C'est-à-dire, on connaît les réalités de soi et on travaille en fonction de cela. Et lorsqu'on se vante de penser que ceux qui le font, qui veulent prendre en charge leur sécurité personnelle, sont des fous, sont des ratés, je crois quand même que quelque part, ça met en cause l'unité africaine. C'est pourquoi moi je dis, le panafricanisme voudrait, en ce sens que nous prenions en charge, mettre en commun les services de renseignement de partout, dans toute cette zone-là, dans la région où se passent donc ces atrocités-là, permettrait à chaque État de pouvoir maîtriser le flux donc de ces terroristes-là qui viennent pour tuer, pour se venger de ce que moi je ne sais pas. Donc je crois quand même que c'est tout à fait terrible de recenser encore que malgré toutes les dispositions prises, malgré l'apport des Occidentaux, des États-Unis, de l'Allemagne, de la France et autres, que des mines soient encore posées, il va falloir donc se remettre en cause. Et je crois que le général là a compris qu'il faut mettre en commun le réseau de renseignement au sein donc de la sous-région, jusque sur la côte, pour pouvoir déceler ces sources-là. Parce que ceux qui disent qu'ils vont nous aider à pouvoir maîtriser la situation ne le font pas exactement pour nous, ils le font pour eux, juste pour sécuriser des zones où ils peuvent nous exploiter. C'est ça qui continue. Mais tous les jours, nous allons déplorer des morts et des morts. Et quand moi je vois que ce sont les Nigériens même qui déclarent, qui ont publié cette information, ils avaient tué un certain nombre également. Vous voyez à peu près que à chaque fois que les informations doivent sortir, la publication c'est sur ce qui ne va pas. Ce qui se fait, je crois que l'armée nigérienne a même fait le combat dans cette zone
où il a tué un certain nombre donc de terroristes. De terroristes. Et capturé quelques-uns. Quelques-uns. Il faut qu'on nous publie ça. Moi, je voudrais plutôt, comment on appelle, positiver les actions qui sont menées que de dénoncer, de décréter ces morts-là. Ça n'avantage que nos ennemis de l'extérieur. Parce que quand vous mettez même en cause la stratégie de communication. Oui, moi, je mets en cause la stratégie de communication. Merci. Il faut que ça se passe. Vous voyez, le gouvernement togolais a choisi entre-temps de camoufler un tout petit peu les choses parce que ça fait peur. Il faut protéger la liberté d'expression, c'est bon, mais il faut la canaliser pour que ça ne cause pas des dégâts, ne provoque pas des dégâts collatéraux. Vous voyez à peu près. Ça là, ça fait paniquer. Est-ce que quelque part aussi la population n'a pas besoin de connaître certaines vérités qui, sans les avoir connues, pourraient laisser cours à des spéculations qui pourraient peut-être être plus graves? Non, il y a des stratégies, des dispositions qu'il faut prendre. L'armée, sachant qu'il y a eu quelque chose quelque part qui pourra créer la psychose peut prendre. Il y a des psychologues qu'on doit mettre aussi, comme on appelle, en service, qui doivent travailler en ce moment-là. Mais quand on avance des morts, des chiffres, on annonce aussi des informations aussi alarmantes, pour moi, ça crée plus de psychose. Parce que pour l'ennemi, on lui fait de la propagande. Okay, on fait de la propagande à l'ennemi. On laisse, c'est-à-dire que ces informations-là, qu'on les mette plutôt au frais, au frigo, et qu'on expose plutôt ce qui est positif. On a tué 10 000, 5 000 terroristes, on les a capturés, on a fait ce qui fera que les terroristes vont plutôt avoir cette psychose-là. Mais que la peur change de camp, que dans le camp des populations, moi j'ai l'impression que la communication n'est pas bien faite autour de ces questions-là. Rodrigue Aïgo, quelle lecture portez-vous sur ces cas de soldats plutôt nigériens tués à travers cette explosion? Moi, je pense beaucoup plus que c'est un événement qui vient attirer l'attention des autorités nigériennes sur le fait qu'ils ne se disent pas en sécurité parce qu'ils ont hébergé les soldats de l'opération Barkhane. Et donc, ils sont en sécurité. Même réflexion que Prosper Aboklou par rapport aux déclarations du général? Oui, cette déclaration-là, c'est un peu comme... si on estime, par exemple, jusque-là, que rien ne s'est produit au Niger, donc on est à l'abri, ça ne veut pas dire que les réflexions ne doivent pas tourner vers comment aider les autres pays frontaliers à éteindre le feu du terrorisme qui sévit, plutôt que de s'enorgueillir. Aujourd'hui, par exemple, quelques jours après cette déclaration-là, voilà ce qui se passe. Donc, il faut comprendre que c'est peut-être parce que cette zone-là n'était pas explorée par l'armée qui se dit, par le Niger qui se dit être en sécurité. Aujourd'hui, la zone des 3 frontières, il y a eu plusieurs attaques dans cette zone. Oui, il y a eu plusieurs attaques. Mais qu'est-ce qui justifie ça s'est calmé ces derniers temps. Voilà. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui cette déclaration? C'est pour ça que je dis que ces faits viennent juste tirer sur la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, vous non plus, vous n'êtes en sécurité. Et ce qu'il faudra faire, c'est de comprendre que nous sommes tous concernés. Et quand nous sommes tous concernés, quand nous sommes tous, je dirais, pris en otage par un mal, il faudra que nous qui sommes frappés par ce mal-là, nous ayons une approche commune pour nous permettre de lutter efficacement afin de mettre hors état de nuire ce mal-là qui nous donne l'insomnie. C'est de cela qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, on va dire bienvenue au Niger dans l'arène. Et pourvu que le président Bazoum se mette à côté des autres pour réfléchir aux voies et moyens à mettre ou à explorer pour venir à bout de ces hommes sans foi ni loi qui sèment la terreur un peu partout sur le continent. Ce que je peux ajouter, et je veux encore ajouter, vous savez, la communication, oui, tel que Prosper l'a dit, je ne suis pas totalement dans ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une guerre de chiffres qui se livre. Ne pensons pas que les terroristes n'ont aucune idée sur l'effectif de leurs troupes. Tout comme l'armée ou les armées des États qui ont aussi une idée sur l'effectif de leurs troupes. Et donc, quand vous faites croire aux populations
que vous contrôlez une zone, ça veut dire que vous rassurez cette population de vaquer librement à ses occupations en circulant librement sur ces zones-là. Et quand vous savez pertinemment que ce sont des zones qui ne sont pas protégées. Donc il faut communiquer pour... Je suis d'accord qu'il faut aller pour ne pas amener les gens à paniquer, mais rassurer, mais au moins que la vérité se sache. Figurez-vous que ces faits se produisent sur des terrains où vivent les populations, et donc des populations en sont témoins. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va cacher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va occulter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va occulter? Et donc, je ne pense pas, peut-être il faudra réfléchir à quelle communication mettre en place pour permettre une étroite collaboration avec les populations. Ce ne sera pas en leur cachant que si tu passes par cette voie, tu pourras... voilà. Et donc, ils doivent être au courant. Mais faire de sorte à ce que les différentes communications soient de nature à favoriser une étroite collaboration entre les populations qui constituent souvent des victimes et les forces de l'ordre, les forces de défense et de maintien de sécurité qui assurent leur sécurité, qui en paient aussi de lourds tributs. Donc c'est très important, c'est un combat d'ensemble que nous devons ensemble mener et je vais aussi lancer un appel à ce que les services de renseignement, par exemple, au lieu d'épier les hommes politiques et tout, puissent explorer ce terrain-là aussi. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est le ministre Yark qui l'avait dit par rapport au cas du Togo, qu'ils sont des fois, comment dirais-je, de mèche avec certains compatriotes. Vous comprenez, avec certains compatriotes qui... avec l'obsession au gain facile, où certains disent que c'est la fin, etc. Moi, même si je mets ça sous le coup de l'injustice sociale qui serait à la base de cette approche-là, de se rapprocher des terroristes pour semer la terreur et tuer ses propres frères et sœurs, je pense qu'on peut explorer cette piste-là pour savoir jusqu'à quel niveau ces terroristes-là se sont intégrés dans nos communautés. Et ça va nous permettre de savoir quel mécanisme mettre en place pour les mettre hors d'état de nuire, parce que c'est une situation qui aujourd'hui nous interpelle tous et personne ne doit se dire en sécurité. C'est très important. Donc aujourd'hui, il faudra, pour chuter, on trouve le moyen de sécuriser la zone. On ne sait pas où est-ce quels sont les endroits qui abritent ces engins explosifs-là. Il faudra qu'on puisse mettre en sécurité la zone et essayer de voir comment participer à la mission mixte de sécurité frontalière installée entre les trois pays. Merci beaucoup, Rodrigue Aego. Nous marquons la pause et puis on revient pour la dernière partie de cette émission.